Hop. Est-ce qu'on serait pas là pour prendre sa dose de frisson? Les amis, let's go pour 5 histoires d'horreur inédites sur la chaîne du Joker. Mais avant de démarrer avec cette première histoire, petite session de questions simples, réponses simples pour faire plus ample connaissance dans les commentaires. Et la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est quel est votre plus grand regret? Moi, c'est clairement d'avoir pendant longtemps fait des choses en fonction des autres, pour plaire aux autres. Et du coup, je faisais des choses non pas pour moi, mais pour paraître, et avec du recul, c'est tellement naze. En tout cas, j'ai hâte que vous, de votre côté, vous me dites aussi votre plus grand regret dans votre vie en commentaire. Sur ce, let's go pour la première histoire. Pour cette histoire, on va sur du creepy++, alors préparez-vous. Cette histoire elle nous est racontée par Céline. Céline, c'est une jeune femme de 27 ans qui est en couple avec un certain Malik. Elle explique qu'elle est en couple depuis 3 ans déjà et qu'ils habitent tous les deux, chacun de leur côté. Ils habitent à quelques minutes l'un de l'autre et elle raconte que ça leur va très bien. Ils aiment avoir chacun leur chez-soi et ils veulent prendre leur temps avant d'emménager. Ensemble, je dis bien. Céline explique que lorsqu'elle va chez Malik, et inversement, elle croise souvent un SDF qui fait la manche. Et la particularité de ce SDF, c'est qu'il est souvent déguisé en clown, ou qu'il se met de la peinture sur son visage et se déguise en clown. Céline raconte que ça fait pas très longtemps qu'il est dans le quartier, mais globalement, ça la faisait sourire au début car il mettait de l'ambiance. Et Céline ne dit pas ça au hasard. En fait, alors que le clown la faisait souvent rire quand elle passait devant, les choses vont devenir un peu étranges. En effet, Céline explique que peu de temps après que le clown soit venu s'installer, si on peut dire ça comme ça dans le quartier, sa relation avec Malik s'est un peu envenimée, jusqu'à ce qu'il décide même de faire un break et de se séparer après une dispute importante. Et justement, quelques jours après leur dispute, Céline passe devant le clown, non pas pour aller chez Malik, mais pour aller au travail. Et c'est alors que le SDF, déguisé en clown, mime des pleurs. Au début, ça choque un peu Céline, car la rupture elle est très récente, donc ça la rend triste. Sauf que le clown, il l'interpelle gentiment, puis parvient après quelques minutes à redonner le sourire aux lèvres de Céline. Et c'est cool, car pour Céline, ça l'aide pas mal à traverser cette situation, cette rupture compliquée finalement. Et tout ça, ça va durer quelques jours, où lorsque le clown va apercevoir Céline dans la rue, il va tout de suite lui faire des blagues ou des trucs de clown pour embellir sa journée. Sauf que peu de temps après, Céline explique qu'ils vont avec Malik se donner une seconde chance malgré la rupture. Ils vont alors se revoir dans un bar et passer une soirée ensemble. La soirée va être dingue, à tel point qu'ils vont danser ensemble jusqu'à 2h du matin. Céline explique alors qu'avec Malik, ils ont un peu forcé sur l'alcool, et ils décident alors de rentrer chacun chez eux de leur côté. Céline explique qu'ils viennent de s'embrasser le soir même, et qu'ils veulent encore une fois se laisser du temps, et pas aller trop vite. En rentrant chez elle, Céline dit au revoir à Malik, puis part direction son appartement, situé à quelques minutes à pied. Elle explique que le quartier, même s'il fait tard, il est ultra safe. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle croise le SDF, le clown, à cette heure si tardive et que ça lui donne une sorte de confiance. Comme elle le voit souvent depuis quelques semaines, ça la rassure vraiment. Le clown l'aperçoit dans la rue et alors qu'il dormait par terre, il va se lever puis faire quelques trucs pour faire rire Céline. Et ça marche tellement qu'il va même mettre un petit chapeau sur la tête de Céline. Étant un peu alcoolisée, elle rentre dans le jeu et dépose quelques pièces dans son panier avant de lui souhaiter bon courage et de partir vers chez elle. Céline arrive donc à son appartement, ouvre son sac pour prendre ses clés et ouvre la porte. Ah non, elle n'ouvre pas la porte car étrangement, elle a plus ses clés. Elle se dit qu'elle a dû les perdre dans le bar avec Malik. Étant donné qu'ils ont fait la fermeture, elle se dit qu'elle va appeler Malik, qui doit probablement être déjà rentré chez lui. Et étant donné qu'il a encore un double de ses clés, datant d'avant leur rupture, ça devrait l'aider. Et heureusement, nous explique Céline, qui ne dort pas à ce moment-là, car Malik va décrocher tout de suite au téléphone et lui dire qu'il arrive dans quelques minutes avec le double des clés. Malik arrive chez Céline, puis lui donne le double de clés et repart tranquillement chez lui. Bon oui, il reste pas car, comme expliqué plus tôt, ils préfèrent prendre leur temps, et ça se respecte. Malik dit à Céline qu'il va passer tout de suite au bar en espérant tomber sur un serveur en fin de service pour savoir s'il a retrouvé les clés. Et en y allant, il aperçoit le clown en train de fouiller les poubelles. Dans la rue, je précise. Mais pas fouiller et regarder ce qu'il y a dedans, non, il explique que le SDF clown dérange complètement les poubelles et saccage un peu la rue. Alors Malik il se dit que ce SDF est en train de faire n'importe quoi, puis il rentre chez lui. Ensuite, Céline explique qu'elle a pu donc rentrer chez elle et aller enfin dormir dans son lit. Elle est un peu alcoolisée, comme on a dit, donc elle s'endort très très vite. Sauf que peu de temps après, elle est réveillée par des petits tapements à la fenêtre. Et chose que j'avais pas dit, c'est que l'appartement de Céline, il est au 2e étage. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir personne finalement à sa fenêtre. Et que c'est forcément un oiseau qui est posé sur le rebord de sa fenêtre ou quelqu'un qui envoie quelque chose, genre des cailloux, sur sa fenêtre. Elle se lève et arrive donc au niveau de sa fenêtre et constate qu'il n'y a effectivement aucun oiseau qui est là. Et pire encore, elle a le réflexe de reculer d'un pas quand elle aperçoit un caillou provenir d'en bas arriver contre sa fenêtre. Et faites pas genre, on aurait tous ce même réflexe même s'il y a une vitre pour nous protéger. Bref, elle décide donc de regarder la fenêtre et d'essayer de comprendre si c'est pas Malik qui est en train de lui faire une drôle de blague. Mais non, bizarrement elle voit personne. Et c'est là où Céline explique faire une grosse erreur. En fait, étant donné qu'elle est toujours un peu alcoolisée, elle va décider de descendre pour voir s'il y a vraiment quelqu'un qui lance des pierres sur sa fenêtre.
Après tout, c'est vrai que c'est pas cool, mais comme elle dit, Céline elle est bourrée, et quand elle est bourrée, on réfléchit pas vraiment. Et la preuve, elle va descendre, puis elle ne va voir personne. Elle va faire un peu le tour et se rendre compte que ça doit être des gamins qui ont fait ça et qui sont partis en courant. Elle décide donc de remonter chez elle et de mettre tout ça derrière elle. Elle est fatiguée et tout ce qu'elle veut, c'est de dormir une bonne fois pour toutes. Sauf qu'arrivée chez elle, elle claque la porte et ressent quelque chose de bizarre, un feeling étrange. Céline, elle se déshabille pour retourner dans sa chambre. Et tellement elle se sent pas à l'aise, elle ferme la porte de sa chambre à clé. Entre-temps, Céline va recevoir un appel de Malik, lui précisant qu'il a pu intercepter le serveur sortir du bar. Et malheureusement, aucune trace des clés de Céline. Malik conseille alors à Céline de mettre son double de clé sur la serrure pendant la nuit par précaution. Et Céline, je le rappelle, elle est dans sa chambre fermée à clé. Elle décide donc d'ouvrir lentement la porte pour rejoindre sa porte d'entrée et faire ce que Malik lui a conseillé. Le silence dans son appartement pour Céline à ce moment-là est horrible et elle a de plus en plus ce feeling bizarre. Pour la première fois dans son appartement, elle se sent observée, oppressée. Bref, tout ça, ça l'amène à ouvrir sa porte d'entrée et sortir en pyjama. Oui, elle sort de chez elle, puis ferme la porte de son appartement à clé, bloquant quiconque est à l'intérieur. Alors Céline explique que c'était pas du tout prévu et qu'elle a eu cet instinct bizarre de faire ça d'un coup. Céline avait pris soin de prendre son téléphone et rappelle donc Malik pour lui dire de la rejoindre immédiatement. Malik étant sur le chemin du retour et à quelques minutes, il explique qu'il va courir aussi vite qu'il peut pour la rejoindre. Et ça va, il est qu'à 5 minutes de chez Céline, donc ça va aller vite. Sauf que Céline explique que durant ces 5 minutes, elle a entendu une légère voix derrière sa porte d'entrée. Une voix basse, mais pour autant terrifiante. Et Céline, en écoutant la voix, ne peut s'empêcher de hurler de panique et de descendre au hall d'entrée, là où va la rejoindre Malik. Malik arrive rapidement, puis ensemble, ils montent jusqu'à l'appartement de Céline. Et tous les deux sont surpris de voir que la porte est entrouverte avec un détail qui va leur glacer le sang. En effet, Céline explique que sur sa poignée était en fait posé un nez rouge de clown. Et désormais tout fait sens pour Céline et Malik. La voix qu'elle a entendue, plus elle y repense, plus elle est sûre que c'était la voix du clown, du SDF déguisé en clown. Et pour les clés qu'elle a perdues, elle est également persuadée que c'est le clown qui les a prises lorsqu'il a mis un chapeau sur sa tête. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu des techniques de vol dans ce style où on attire ton attention sur autre chose pour te voler tes clés ou ton téléphone portable dans ta poche. Et malheureusement, comme dans beaucoup d'histoires de ce style, Céline et Malik ne croiseront plus le clown dans leur quartier. Alors Céline explique malgré tout qu'il y a quand même du bon dans cette histoire. C'est le fait que peu de temps après, cette histoire les a rapprochés et ils ont compris à quel point ils tenaient l'un à l'autre. Et du coup, ils ont décidé d'avoir à nouveau chez eux ensemble. Bon, belle fin quand même et c'est plutôt cool. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire ? Bon les amis, normalement on partirait sur un deuxième thread d'horreur, sauf que là, j'ai le témoignage d'Isis, une personne qui a gentiment envoyé son histoire sur la chaîne du Joker. Et je vais vous lire la première personne. Coucou Joker, je m'appelle Isis, mon prénom peut être indiqué si tu racontes mon histoire, et je vis dans le sud-ouest de la France. J'ai 28 ans, et alors moi je vais te raconter ce qui m'est arrivé il y a 4 ans de cela, en 2020. Il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps à t'écrire parce que je suis encore traumatisé de ce qui s'est passé, à savoir que c'est avec quelqu'un avec qui je suis resté 8 ans. Bon d'abord, j'explique le contexte. Je suis resté avec cet homme 8 ans, et je l'ai connu très jeune, et nous avons eu un enfant ensemble. Avant notre séparation, j'avais pas le permis ni de voiture. Par contre, nous avions prévu d'acheter une voiture ensemble pour quand j'aurais enfin le permis, mais une fois séparés, j'ai préféré lui laisser. Du coup, une fois que j'ai obtenu mon permis de conduire, nous nous étions arrangés pour que, quand j'avais besoin de la voiture, je la prendrais, mais je la lui laisserais en attendant d'avoir la mienne. Et tu comprendras ces détails pour la suite. Maintenant, pour passer à l'histoire. Je travaille souvent du coup en déplacement à cette époque-là, et j'avais rencontré quelqu'un sur la Côte d'Azur, qui habitait sur la Côte d'Azur. Et un week-end, pour rejoindre mon copain sur la Côte d'Azur, j'ai eu besoin de la voiture pour m'y rendre. Et je lui ai donc demandé de me la laisser. Je me suis donc rendu au week-end et passé le week-end avec mon petit copain. Et ensuite, je lui ai rendu la voiture. Et il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez maladroit avec mon sac à main qui n'est jamais fermé. Et tu vas voir que ça a des répercussions pour la suite. Après ce moment-là, j'ai commencé à voir des choses qui disparaissaient chez moi. Mais au début, je m'en souciais pas vraiment, car débordant d'affaires, je peux parfois perdre des petites choses et les retrouver plus tard. Or, une chevalière en or a disparu, et il faut savoir qu'elle avait une grande valeur sentimentale à mes yeux. C'est une bague que je voulais m'offrir à mon plus jeune âge et que j'ai économisé des années pour pouvoir me l'offrir. Et donc, perdre des petites babioles, je m'en fous, mais par contre, cette bague-là, j'ai envie de la retrouver. J'ai donc retourné ma maison, clairement pour la retrouver, et impossible à remettre la main dessus. À savoir que mon ex adorait également cette bague. Puis ensuite, j'ai commencé à voir que je perdais un peu d'argent, que je cachais, qui disparaissait. Alors c'était pas des grosses sommes en soi, mais 100 € par-ci, 100 € par-là. Je me disais bon, j'ai peut-être du mal compter, sachant que je rajoute très souvent des sous dans une tirelire. J'avais du coup l'impression de devenir folle ou d'être trop fatigué. Et malgré tout, je trouvais toujours des raisons, parce que pour moi, personne ne pouvait me voler sans effraction, sans cambriolage ou autre, dans mon appartement.
Les mois sont passés et je suis parti en vacances un peu plus longtemps sur la Côte d'Azur pendant l'été. Donc j'ai pris l'argent que j'avais mis de côté, mais pas la totalité. Pour le coup, je sais, j'ai compté, il restait 1400 € dans mon appartement. Puis, après avoir passé mes vacances, je suis revenu à la maison et j'avais cet instinct bizarre, comme si quelque chose s'était passé chez moi durant toute mon absence. Mais il y a mon côté, encore une fois, rationnel, qui me disait qu'il me fallait du repos malgré que je suis parti en vacances quelques semaines. Mais il faut savoir que mon instinct ne me trahit jamais. Donc j'ai décidé de ranger ma valise et d'aller me reposer. Et tu sais, c'est ce sentiment où tu t'allonges et tu réfléchis à plein de choses, mais que d'un coup tu as une espèce de spasme où tu te lèves d'un coup et tu cherches un truc. Et pour le coup, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pensé à mon argent, les 1400 € que j'avais mis de côté, que j'avais caché. Je me suis donc levé d'un coup et j'ai couru instinctivement vers la cachette. Il y avait toujours la boîte, mais plus rien dedans. Or, j'étais sûr et certaine à 1000% que j'avais laissé 1400 €. Je me suis effondré, sachant qu'étant maman, j'ai des responsabilités vis-à-vis de mon enfant. Et il y a eu beaucoup de sentiments qui se sont mélangés entre la peur, l'incompréhension et le choc. Je me demandais comment c'était possible. Puis, j'ai décidé d'installer une caméra chez moi dissimulée. Mais moi, je n'en voyais pas l'utilité au début. Mais je me disais que je devenais sûrement folle ou amnésique. Enfin, j'étais très perturbé de tout ça. Je me suis donc acheté cette caméra pour en avoir le cœur net de ce qui se passait chez moi. Et encore une autre précision. J'habite dans un bâtiment de 4 appartements au premier étage. Et il y a un premier toit, enfin une sorte de porche, qui contourne tout mon appartement. J'ai également mon voisin du rez-de-chaussée avec qui je m'entends très bien. Les semaines se passent et je retourne sur la Côte d'Azur pour une semaine voir mon petit ami. Et à ce moment-là, j'étais pas prêt de ce que j'allais découvrir. Les premiers jours passent, puis un soir, j'étais invité chez des amis. Et vers 23h, mon voisin m'appelle. Il faut savoir qu'il n'a jamais l'habitude de me téléphoner à des heures pareilles. Donc j'ai directement mon cœur qui s'accélère et je lui réponds. Et il me demande discrètement si je suis chez moi. Alors je lui réponds que non, je suis en vacances sur la Côte d'Azur avec mon copain. Et alors là, il me dit qu'il entend quelqu'un sonner avec insistance à sa porte d'entrée. Et que ça résonne même chez lui. Donc je panique parce que je me demande déjà comment la personne a passé la porte du bas vu qu'il faut un badge. Du coup, je décide de me connecter à la caméra en restant au téléphone. Et j'entends effectivement la sonnette de la porte d'entrée qui fait que résonner. Et quelqu'un qui appuie sur la poignée en même temps. Et ça, je peux le voir directement avec les caméras. Il faut savoir que la position de la caméra est rivée sur la porte. Donc j'avais toute vue dessus. Je dis donc à mon voisin de rez-de-chaussée s'il arrive à voir qui c'est et il me dit que non. Je lui ai donc demandé d'appeler la police vu que j'étais dans une autre ville assez loin. Le temps qu'il l'appelle, je suis resté connecté à ma caméra et la sonnette avait arrêté de sonner. Et bizarrement, le calme était revenu et j'avais des sueurs froides rien qu'à regarder à travers en étant impuissante. Après 5 minutes d'attente, j'entends une clé rentrer dans la serrure et la porte s'ouvrir tout doucement. Et je découvre alors que c'est mon ex qui entre chez moi. Mais à peine il est rentré que l'alarme s'est mise à retentir. Il a vite refermé et pendant ce temps, mon voisin est sorti de chez lui. Il est sorti de chez lui afin d'avoir une vue sur la porte en cachette. Et effectivement, il a vu mon ex courir jusque sa voiture et partir à fond. La police est arrivée chez moi et a constaté effectivement des traces de pas sur le tapis devant ma porte d'entrée. Et pour te raconter ce qui s'est passé par la suite, j'ai décidé d'avoir une discussion avec lui, avec mon ex, plutôt que d'entamer des poursuites. Car je veux pas que notre enfant apprenne ça un jour et qu'il garde une bonne image malgré tout de son papa. Et ça, franchement, c'est tout à son honneur. J'ai donc compris pourquoi tout ça disparaissait. Et il a jamais assumé d'avoir fait quoi que ce soit. Alors que malgré tout, j'avais la preuve sous les yeux avec la caméra que c'était bien lui qui s'était infiltré chez moi un soir. Et que, en fouillant dans le sac que j'avais pris lors du week-end où j'avais pris sa voiture, il n'y avait plus le double de mes clés. Et j'en ai donc déduit que le double de mes clés était tombé dans ses mains. Enfin, dans la voiture, et qu'ensuite il les a gardées pour lui. Et j'avoue, je suis encore traumatisé de tout ça. J'ai arrêté de faire des déplacements ailleurs, encore à l'heure d'aujourd'hui, car j'ai peur que celui-ci, que mon ex, revienne chez moi. Et ce, malgré le fait que bien évidemment, j'ai fait changer toutes les serrures. Ça m'a rendu énormément ultra parano tout ça. Maintenant, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a du vent dehors, ça me réveille et j'arrive pas à dormir. Et malgré le fait que ce soit une personne avec qui j'ai vécu 8 ans, on s'est aimé, j'ai maintenant ultra peur de lui. Voilà, je te remercie Joker d'avoir pris le temps de me lire et franchement c'était un plaisir. Bon, merci à Isis d'avoir partagé son témoignage. Maintenant, si vous voulez, on va enchaîner avec le témoignage de Donovan. Bon, je vous le dis, cette histoire elle est aussi incroyable. Et je vais de nouveau lire à la première personne l'histoire de Donovan. C'était censé être des vacances parfaites. J'avais décidé de m'évader en Turquie, loin du stress quotidien. L'hôtel où je logeais était simple mais confortable. Ma chambre, bien que petite, était propre et surtout calme. Parfait pour un séjour en solo. La première nuit s'est déroulée sans incident. Mais la seconde, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis allongé dans mon lit, exténué par une journée de visite sous le soleil brûlant. Il n'y avait ni climatisation, ni ventilateur dans la chambre. Et les fenêtres restaient hermétiquement closes pour garder la chaleur à l'extérieur. J'avais tout verrouillé avant de m'endormir.
Je me suis donc endormi sans difficulté, bercé par le silence oppressant de la pièce. Mais au beau milieu de la nuit, quelque chose m'a réveillé. J'étais en sueur, le drap collé à ma peau. J'ai alors ouvert les yeux, légèrement désorienté. La pièce était plongée dans l'obscurité, sauf pour une faible lumière qui filtrait sous la porte. Ce qui m'attirait de mon soleil, c'était pas la chaleur étouffante, mais une sensation sur ma main, une sorte de souffle. Je suis resté alors immobile, mon cœur battant à tout rompre. C'était froid. L'air glacial contrastait étrangement avec la température de la pièce. Instinctivement, j'ai retiré ma main et allumé la lampe de chevet. La lumière a inondé la pièce, révélant des murs nus et des meubles immobiles. Effectivement, il n'y avait rien ni personne. C'est dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. Peut-être un courant d'air, mais comment? Effectivement, tout est fermé, et bien fermé. Je me suis rallongé, les yeux rivés sur le plafond, essayant de me convaincre que c'était rien, et voilà, c'était simplement une passade. Mais à peine avais-je commencé à me rendormir que je l'ai senti de nouveau. Ce souffle, plus froid encore cette fois, sur mon avant-bras. Un frisson glacé a parcouru mon échine, et j'ai allumé la lampe d'un coup sec. Et cette fois, je l'ai vue. Sur le miroir, face au lit, une silhouette floue, grande, sombre, elle semblait m'observer. Mon propre reflet paraissait terne et distant, comme si c'était plus vraiment moi dans ce miroir. Je suis resté figé, incapable de détourner le regard. Puis lentement, la silhouette a levé un doigt, le pressant contre la surface du miroir. Un bruit de grincement a retenti et des lettres se sont formées. Tu n'es pas seul. Et c'est alors que le miroir s'est brisé d'un coup sec, projetant des éclats sur le sol. Je me suis alors levé précipitamment, mais il n'y avait plus rien, plus de souffle, plus de silhouette, juste un silence oppressant et des morceaux de verre éparpillés partout autour de moi. Cette nuit-là, tu l'auras bien deviné, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, en quittant précipitamment la chambre, j'ai croisé une femme de ménage. Et en voyant mon expression, elle m'a lancé un regard inquiet. Et elle m'a dit « Vous avez dormi dans la chambre 204, n'est-ce pas ?» J'ai alors hoché la tête, perplexe, mais sans dire un mot. Elle a alors baissé la voix et murmuré « Personne ne reste dans cette chambre. Il y a des années, un homme y est mort. Il a été retrouvé avec des marques de doigts gelées sur son bras. » Je n'ai pas répondu encore une fois, je suis parti, mais parfois, même des mois après, je sens encore ce souffle froid arriver sur mon bras. Bon, et pour ceux qui aiment le paranormal, je pense que vous êtes servis. Et pour le coup, quand je prends des témoignages comme ça sur Reddit, j'ai tendance à pas trop y croire. Mais quand c'est des personnes que je connais, ou comme là Donovan qui est abonné à la chaîne, bah franchement, je la vois d'une autre façon. Bon, merci encore une fois à toi Donovan d'avoir partagé ton histoire, en tout cas c'était avec plaisir. Et maintenant, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec une autre histoire les amis ? Car oui, cette fois, je vais vous parler de Charlotte, une femme habitant à Argelès-sur-Mer. C'est une ville dans le sud de la France, et pour y avoir déjà passé des vacances avec mes parents, c'est assez beau. Mais cette fois-ci, l'histoire que va vivre Charlotte se déroule en plein hiver. Bon, après, remettons les choses dans le contexte. Moi, mon hiver dans le nord de la France, il fait froid. Dans le sud de la France, ça va encore, il fait correct. Bref, Charlotte explique que chaque soir, lorsqu'elle rentre du boulot, elle retrouve son petit chien dans son appartement. Je dis pas petit chien par hasard, car en fait, son chien, c'est un chihuahua. Elle lui fait toujours des petites caresses avant d'enfiler son harnais et mettre sa laisse pour une promenade. Et ensemble, ils promènent une bonne trentaine de minutes ce jour-là, dehors, pour que son chien prenne l'air et fasse ses besoins. Charlotte raconte que son trajet, c'est toujours le même. Des petites rues assez calmes, surtout en hiver, et c'est assez plaisant. Charlotte explique qu'elle remarque régulièrement un SDF qui traîne dans Argelès-sur-Mer, mais qui n'est vraiment pas méchant. Elle le voit souvent marcher, faire les poubelles, ou encore se reposer près d'une petite place. Et la particularité de ce SDF, c'est qu'il est très souvent équipé d'une lampe torche frontale. Comme ça, lorsqu'il fouille les poubelles le soir, pour ne déranger personne, il peut mieux voir. Et donc plusieurs fois, Charlotte va croiser ce SDF en train de fouiller dans des poubelles. Elle explique que plusieurs fois, leurs regards se sont échangés et qu'ils se sont dit bonjour ou bonsoir par politesse. En clair, Charlotte nous explique bien le contexte de son histoire et elle peut pas faire mieux. Maintenant que vous avez le contexte, rentrons plus en détail dans l'histoire de Charlotte. On est donc en hiver, il fait assez vite sombre et ça oblige Charlotte à promener son chien alors qu'il fait noir dehors. Charlotte prend son trajet habituel et tombe, presque comme à son habitude, sur ce SDF. Celui-ci est en train d'inspecter une poubelle à la recherche de nourriture. Charlotte passe à côté et cette fois ils se parlent pas. Pas un regard, pas un bonsoir, rien. Et alors que Charlotte s'éloigne de quelques mètres de la poubelle et de ce SDF, quelque chose va attirer son attention. Elle remarque en effet que sur le mur devant elle, il y a son ombre qui s'étire anormalement. Cette ombre, elle ne l'a pas compris sur le coup, mais c'est en fait la lampe torche frontale du SDF qui regarde droit en sa direction. C'est assez gênant pour Charlotte, mais rien de grave. Enfin, pour l'instant. Car quelques secondes plus tard, elle remarque sur le mur que son ombre devient vraiment difforme et n'existe plus. Et tout ça les amis, ça veut dire que le SDF avec sa lampe torche frontale s'est rapproché tellement de Charlotte que sa tête doit être qu'à seulement quelques centimètres de celle de Charlotte. Charlotte comprend ça et se retourne pour en avoir le cœur net. Et alors qu'elle tente de se retourner, elle voit le SDF surgir de derrière elle et attraper son cou avec son bras.
Et ce moment, aussi traumatisant qu'il soit pour Charlotte, elle s'en souvient tellement qu'elle peut encore ressentir sur sa nuque le souffle répugnant de ce SDF. Le SDF va alors le tenir comme ça et lui dire de vider ses poches sans faire de bruit. Charlotte va alors être tétanisée dans un premier temps. Effectivement, comment ce SDF, pour elle, qui n'a jamais été méchant avec, peut d'un coup vriller comme ça? Alors que c'est la panique dans la tête de Charlotte, elle va reprendre ses esprits quand son petit chihuahua va légèrement aboyer. Et même si c'est un petit chien qui fait pas peur, Charlotte, elle raconte qu'à ce moment-là, la pression sur son cou a été relâchée un petit peu, comme si les aboiements de son chien ont distrait du coup ce SDF. Ça laissera un court instant à Charlotte de se débattre avec ses coudes et de donner un coup dans les côtes bien comme il faut, et ainsi se dégager de cette situation. Charlotte explique que la situation juste après peut même être comique car elle est partie en courant sans se retourner, tirant son chien derrière elle. Ah oui, un chihuahua ça court pas si vite que ça. Charlotte va alors courir dans les rues d'Argelès-sur-Mer et va tomber dans une laverie automatique. Et heureusement pour elle, il y aura quelques jeunes auxquels elle va demander de l'aide. Elle va alors être en sécurité dans la laverie. Les jeunes vont alors lui proposer de l'aider en appelant la police, sauf qu'elle a préféré ne pas le faire. En fait, c'est peut-être dur à comprendre pour nous, mais pour Charlotte, malgré ce qui s'est passé, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce SDF. Mais pas bizarre dans le mauvais sens. En fait, elle se voit pas porter plainte contre un SDF qui a toujours été gentil avec elle. Mais bon, on respecte la décision de Charlotte, après tout c'est son histoire, c'est pas la nôtre. Charlotte, elle explique qu'après ça, elle a décidé de changer radicalement ses habitudes de promenade et d'emprunter un itinéraire complètement différent d'habitude. Et c'est pas tout. Lorsqu'elle va parler de son histoire à des personnes d'Argelès, elle va être toujours étonnée du bien qu'on dit sur ce SDF. En fait, dans sa tête, il y a un mélange contradictoire qui se crée. D'un côté, elle est d'accord sur le fait qu'il a toujours été gentil, mais pour autant, il a ce soir-là tenté de l'agresser. Enfin, il l'a même agressé en soi. Et je peux me mettre à la place de Charlotte et de comprendre comment un soir, le SDF qu'elle croyait connaître a pété littéralement un plomb. Et petit update, car l'histoire ne s'arrête pas là. Plusieurs mois plus tard, on est au printemps, il fait pas nuit mais juste un peu sombre dans les rues. Charlotte décide de prendre son ancien trajet pensant que tout ça est derrière elle. En clair, elle a repris petit à petit confiance. Tout est calme jusqu'à ce qu'elle rentre dans une rue. Cette rue est étroite, il y a des poubelles un peu partout, à droite et à gauche mais pas de SDF. Au bout de la rue, alors qu'elle arrive à une intersection, Charlotte voit sur sa droite un faisceau de lumière. Cette lumière vient d'une silhouette errant près d'une poubelle. Aucun doute pour Charlotte, c'est forcément ce SDF. Et avant même qu'elle prenne ses jambes à son cou, Charlotte entend « bonsoir » de la part du SDF. Charlotte va alors marcher normalement, arriver à l'intersection et finir sa promenade comme elle l'a commencé. Et fin du coup assez particulière je vous l'avoue, car ça doit être un sacré bordel dans l'esprit de Charlotte. Recroiser son agresseur qui est de nouveau tout gentil, ça a de quoi prêter à confusion. Bref, histoire un peu plus courte que d'habitude, mais pour le coup assez sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, et petite surprise pour cette 5e et dernière histoire, je vais raconter une histoire que j'ai déjà fait au début de la chaîne, mais qui m'a vraiment plu. Donc l'histoire que je vais vous raconter prend place dans une petite ville de campagne en France. Pour cette histoire, on va suivre une jeune fille du nom de Mélissa, une jeune adolescente de 13 ans qui est au collège. On est au milieu de la journée et Mélissa discute avec ses amis pendant la récréation. Ensemble, ils discutent de leur soirée pyjama prévue ce soir pour fêter le début des vacances de Noël. Faut donc imaginer la cour de récré avec des décos de Noël un peu partout, même s'il fait très clair vers midi. On peut même mettre un peu de neige fondue s'il faut. Ensuite, elle repart en classe et remarque qu'un remplaçant prend en charge le cours de mathématiques. Le prof est sympa et rigole avec tout le monde. Et vous allez voir que c'est en fin d'après-midi que Mélissa va vivre la peur de sa vie. Il est 17h30. À noter, il commence quand même à faire nuit un petit peu tout au long que l'histoire va se dérouler. La sonnerie retentit donc et chacune des copines prennent le temps d'aller devant le collège pour discuter de la soirée de ce soir. Le prof de maths sort du collège et se dirige vers une allée de parking où on peut voir quelques voitures, dont une camionnette noire. Vers 18h15, les filles finissent leur discussion et partent chacun de leur côté vers chez eux. Mélissa passe devant le parking pour rejoindre l'arrêt de bus et il ne reste du coup que la camionnette noire. Elle se dirige alors vers l'arrêt de bus comme à son habitude pour rejoindre le village de chez ses parents. Mélissa monte alors dans le bus, il n'y a pas grand monde car tout le monde est déjà rentré chez eux. Elle est donc seule dans le bus et en regardant par la fenêtre, elle reçoit un texto d'une amie à elle. C'est un lien vers un journal local qui indique « Attention, disparition d'une jeune femme ». Alors là, Mélissa elle est choquée. Il faut savoir qu'après le trajet en bus, Mélissa doit encore parcourir un bon petit kilomètre à pied pour rentrer chez elle. Et elle passe notamment à travers des chemins de campagne assez peu éclairés. Quand elle descend du bus, il fait encore plus sombre que lorsqu'elle est montée. Ce jour-là, alors qu'elle marche tranquillement en rentrant, elle est soudainement interpellée par quelqu'un qui l'appelle par son prénom. Elle se retourne mais ne voit personne. Elle prend donc peur et court en direction opposée. Alors qu'elle pense être tranquille, elle entend une voiture démarrer au loin et arriver à sa hauteur. Dans un premier temps, Mélissa décide d'ignorer les appels de l'inconnu et continue de marcher assez rapidement.
La voiture est à côté et elle n'attend qu'une chose, c'est qu'ils partent. Mais la voiture reste constamment à niveau de Melissa. Et ça devient vite la panique pour Melissa, car la situation devient de plus en plus oppressante pour elle, sachant qu'il lui reste environ 400-500 mètres à parcourir avant d'arriver chez ses parents. Melissa, elle profite de passer devant une toute petite allée pour s'engouffrer dedans et ne pas être suivie par la personne en voiture. Elle tape donc son plus gros sprint avant de revenir dans une rue plus très loin de chez elle. Heureusement, l'homme n'a donc pas pu la suivre. Elle avance et elle se dit ouf, et elle commence enfin à écrire un texto à ses amis pour lui raconter ce qui s'est passé et à quel point elle a flippé. Et c'est alors qu'elle entend une voiture arriver. Elle se jette alors derrière les buissons de la maison la plus proche. La voiture passe devant la maison et ralentit. Melissa, elle est recroquevillée dans les arbustes et fait face à une voiture à quelques mètres d'elle, qui évidemment ne lui veut pas du bien. Si elle ne fait pas quelque chose, cette personne, c'est sûr, elle va l'attraper. Le sang de Melissa ne fait alors qu'un tour et elle court le plus vite possible vers la maison la plus proche afin de se cacher. Elle toque de toutes ses forces à la porte d'un habitant de son village. Et par chance, une femme ouvre la porte et comprend immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et fait rentrer Melissa à l'intérieur. Sauf qu'on pourrait croire que Melissa est en sécurité avec cette femme. Mais vous allez voir que le pire l'attend. À travers la porte, elle voit une voiture se garer. Cette voiture, c'est une camionnette noire conduite par le prof de maths. Cet homme arrive déterminé devant la porte et Melissa entend des bruits de clés. Cet homme qui traquait Melissa rentre en fait chez lui. Melissa se retrouve terrorisée face au visage machiavélique de son prof de maths remplaçant et de cette femme. Melissa était à quelques mètres de chez ses parents quand un homme prédateur décida de la traquer et de changer son destin à tout jamais. Elle se retrouve donc face à deux personnes au visage machiavélique. On pourra y retrouver le lendemain matin le prof remplaçant qui se retrouve dans une autre école et on peut faire un aperçu dans son sac où on voit les affaires de Melissa. Et l'histoire s'arrête ici. Bon, cette dernière histoire, elle est évidemment fausse, mais j'aimais bien la mécanique et comme j'avais déjà raconté sur la chaîne et que ça m'avait plu, j'ai voulu la refaire en version 2025. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour 5 nouvelles histoires d'horreur. En tout cas, portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine, bisous. Perfect.